La parole est à Alain Arziani pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, en début de matinée, notre rapporteur, Jean-Pierre Michel, a posé une question. À quoi sert cette motion ? Il a donné des explications que je partage entièrement, et en même temps, je voudrais en ajouter une supplémentaire. Au fond, vous le savez, cette motion a perdu son objet. L'Assemblée nationale a voté contre la motion référendaire. En la matière, s'il n'y a pas l'accord des deux assemblées, il n'y aura pas de référendum, vous le savez, et donc ce n'est pas pour cette raison que nous nous retrouvons ce matin. Mais évidemment, je ne vais pas en rester ici, et je voudrais faire preuve de beaucoup de respect. Et il me semble que faire preuve de respect, au fond, c'est vous écouter. Écoutez ce que vous avez pu dire hier, écoutez ce que vous avez dit ce matin, écoutez ce que vous avez dit depuis des années. Hier, je dois dire, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, notre doyen Gélard. Avec humour, M. Gélard nous a rappelé une vérité qui nous convient. Il nous a dit que la gauche avait toujours été contre le mariage et qu'elle a pris cette position dans la filiation de Diderot et des grands encyclopédistes. Eh bien, Monsieur Gélard, merci. Nous en sommes fiers, effectivement, d'être les héritiers de Diderot et des grands encyclopédistes. Nous sommes fiers d'être dans ce camp, parce que ce camp, c'est celui du progrès, parce que ce camp, c'est celui des Lumières, parce que ce camp, c'est celui qui choisit toujours les évolutions de la société et de donner corps aux évolutions de la société. Mais je n'aurais pas et je ne veux pas ici vous retourner la question et vous poser à vous, mais dans quel camp êtes-vous donc ? Et si vous ne vous référez pas au siècle des Lumières, à qui donc vous allez vous référer ? Est-ce que vous voulez vous référer au mouvement conservateurs, à l'immobilisme, à ceux qui toujours refusent les évolutions de la société? Je ne vous ferai pas ce procès, mais je dois dire que votre interpellation d'hier, évidemment, m'incite quand même à me poser quelques questions. J'ai dit que j'écouterais les uns et les autres, et j'ai écouté ce matin aussi avec beaucoup d'attention Bruno Retailleau. Bruno Retailleau a posé une très belle question, une très forte question, une très puissante question. Qu'est-ce que la République ? Qu'est-ce que la République ? Nous posons la même question chaque jour. Mais en même temps, M. Retailleau a donné une réponse qui serait, paraît-il, la nôtre. La République, c'est la République des désirs, ou la République ne doit pas être la République des désirs, selon l'expression entendue ce matin. Mais nous sommes bien d'accord. Qui a jamais soutenu que nous sommes pour une République des désirs ? Non. Nous sommes pour reconnaître la réalité. Nous n'avons pas inventé l'amour de deux personnes du même sexe. Cet amour existe et ces personnes souffrent de leur clandestinité. Nous n'avons pas inventé les enfants des familles homoparentales. Ces enfants existent et ils souffrent de leur exclusion. Alors pour nous, la République, c'est sans doute une loi qui reconnaît la réalité et qui n'a pas l'hypocrisie de dire « Oh mon Dieu, ne regardez pas, ne m'en parlez pas, je ne veux pas le savoir ». La réalité, ce sont ces familles homoparentales et ce sont ces couples homosexuels qui existent. Le premier respect, je crois, justement, de quelqu'un qui aime la République, consiste à respecter ses institutions. Et respecter les institutions de la République, c'est justement respecter la Constitution.
L'article 11. Je vous rappelle l'article 11. Par méthode, le président peut soumettre à un référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Et puis après, la réforme de 1995, ou bien toute réforme relative à la politique économique et sociale de la nation. Le cœur du débat, c'est quelle est l'interprétation que nous donnons à cet article 11 dans sa nouvelle rédaction. On pourrait appeler les juristes, on pourrait ouvrir 36 manuels de droit constitutionnel ou de traité, on pourrait interroger le Conseil constitutionnel, mais il le sera. Si nous l'interrogions, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai entendu ce que Jean-Michel Bayet a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui, aujourd'hui les décisions du Conseil constitutionnel consistent plutôt à aller dans le sens qui est le nôtre et pas dans le sens qui est le vôtre. Mais tout sera une conclusion devant le Conseil constitutionnel. Mais plutôt que d'engager cette discussion, eh bien, je vais essayer de donner une interprétation qui devrait vous convaincre et nous convaincre tous. Cette interprétation, c'est la vôtre. Je vais vous donner votre interprétation de l'article 11 au moment de la réforme constitutionnelle de 1995. J'ai d'ailleurs entendu à l'instant M. Longuet nous rappeler qu'il avait toujours été, quelle était votre expression, réservé sur le référendum. J'en suis persuadé. Nous en sommes persuadés. Et nous en sommes d'autant plus persuadés que si nous reprenons les travaux parlementaires de 1995, cela a été cité aussi par les uns et les autres, mais vous me permettrez de le refaire à ma façon. En 1995, l'un des meilleurs d'entre vous, Jacques Toubon, garde des Sceaux, donne son interprétation de la réforme constitutionnelle. Vous trouverez ça facilement dans les actes, évidemment, qui sont publiés au journal officiel. Et que nous dit Jacques Toubon? Je vais vous le citer in extenso. En limitant l'extension du champ référendaire aux motions économiques et sociales, le gouvernement, votre gouvernement, a choisi d'exclure ce qui est appelé les questions de société. Et il ajoute, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre question de société et question sociétale, il ajoute, il est donc clair, il faut que ça soit clair pour nous tous, il est donc clair qu'il ne saurait y avoir de référendum sur les sujets tels que la peine de mort, certains posaient encore la question à l'époque, sur le droit à l'avortement, certains continuaient à poser la question à l'époque, et évidemment sur toutes ces questions, et on voit bien que la question qui nous occupe aujourd'hui est proche de ces questions, beaucoup plus proche que le strict lait de l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire des politiques, non pas des questions sociétales, c'est pas ça que dit la Constitution. C'est les politiques économiques et sociales. On ne parle pas de questions sociétales. Et M. Toubon conclut, d'une façon peut-être un peu brutale, le référendum n'est pas et ne doit pas être un instrument de démagogie. Relisez cette phrase, méditez cette phrase. Le référendum ne doit pas être un instrument de démagogie. Alors tout ça peut-être va vous paraître un peu éloigné. Vous allez me dire, ne remontons pas à si loin. Eh bien, reprenons alors notre actualité et l'actualité d'une journée qui s'est passée ici en 2010, en janvier 2010. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Et ce jour-là, l'un des meilleurs d'entre vous encore, certainement, Brice Hortefeux, excellent constitutionnaliste, nous le savons tous, est venu nous expliquer pourquoi il ne fallait pas qu'il y ait de motion référendaire à propos de la réforme des collectivités territoriales. J'en vois là sur les bancs qui étaient présents et qui ont applaudi à ce moment-là. Et Brice Hortefeux, là aussi vous me permettrez de citer, mais je ne fais qu'emprunter des propos. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois profondément que le débat parlementaire constitue la garantie de l'examen exhaustif par la sérénité, nous en faisons une démonstration ce matin, qu'il apporte autant que par l'expertise qu'il comporte. Et il ajoute cette phrase quand même qui permettait, j'ai rarement été en accord avec Brice Hortefeux, mais là, il y a une sorte de bon sens. Comment expliquer à nos concitoyens que les parlementaires renonceraient à leur devoir de législateur?
Et alors, avec aussi, lui, sa brutalité que je qualifierais de coutumière, il nous assène un dernier coup pour nous convaincre, pour vous convaincre aujourd'hui. Et il nous dit, cette motion, ou devrais-je dire cette forme de démission, oui, la phrase est cruelle, elle est terrible, mais c'est sa phrase, c'est votre phrase. Cette motion, ou devrais-je dire cette forme de démission, qui peut l'entendre? Il concluait, là où le référendum n'offre par définition qu'une réponse binaire, oui ou non, il a raison, eh bien la procédure parlementaire, la nôtre, et nous le voyons là depuis quelques heures, et puis évidemment depuis toujours, depuis que nous sommes ici au Parlement, la procédure parlementaire a l'immense avantage d'autoriser un vrai débat avec des arguments, avec des amendements, et vous en avez déposé beaucoup, et c'est une bonne chose pour la démocratie. Alors voilà, c'est le bilan de vos propos, pas des nôtres, de vôtres. Moi, je dirais que nul n'oblige d'être d'accord avec Brice Hortefeux, nous l'avons été rarement, très rarement. Bon. Mais non, en même temps, nul non plus n'a l'obligation de se contredire. Nous, je crois que nous sommes fidèles à nous-mêmes. Ça a été dit par Michel Meunier, ça a été dit par Nicole Bonnefoy hier. Oui, je ne comprends pas qu'on écarte ça d'un revers de la main. Il y avait une proposition numéro 31 d'un candidat qui s'appelait François Hollande. Elle a été soumise à la consultation populaire. Et dans cette consultation populaire... Alors, l'élection présidentielle n'est pas une consultation populaire pour vous. Bravo! Elle a été soumise, cette proposition, à consultation populaire. Et là, 32 millions de personnes, c'est pas rien, 32 millions de personnes. 32 millions de personnes se sont exprimées. Je ne tiens compte que des suffrages exprimés. 32 millions de personnes se sont exprimées. Si vous considérez... Non mais attendez, mes chers collègues, attendez, allons jusqu'au bout. Si vous considérez que pendant la campagne présidentielle, le débat n'a pas suffisamment eu lieu, eh bien, vous en assumez la responsabilité. Vous connaissiez cette proposition, vous auriez dû, vis-à-vis de vos mandants, engager la discussion sur ce point-là et non pas essayer d'avoir aujourd'hui une session de rattrapage. J'ajouterais, pour en terminer, que, au fond, vous auriez eu plus de chance, sans doute si, ça a été dit également par Jean-Pierre et par beaucoup d'autres, si au moment de la réforme constitutionnelle de 1995, vous aviez eu plus d'audace. Mais ça ne tenait qu'à vous d'élargir le champ référendum à l'ensemble de ces questions. Vous ne l'avez pas souhaité. Et un autre petit point, quand même, qui est intéressant, ça a été dit aussi à quelques moments. En fait, juridiquement, votre motion aurait beaucoup plus de force si elle se fondait sur le référendum d'initiative populaire. Sans doute. Mais, là encore, nous nous sommes désespérés, nous, à gauche, mais certains aussi dans vos rangs, de la lenteur avec laquelle vous avez mis en œuvre la réforme constitutionnelle sur la notion de réforme d'initiative populaire. 4 ans! Il a fallu attendre 4 ans. Et c'est seulement en janvier que la loi a pu effectivement être votée ici. Elle ne l'est pas encore définitivement. Elle ne s'applique donc pas. Et pourtant, c'est sur ce terrain-là que vous auriez pu aller. Alors pourquoi? Pourquoi, mes chers collègues? Pourquoi? Il y a une raison qui a été rappelée par nos collègues, et je la reprendrai. Parce que vous aviez peur. Vous aviez peur du référendum d'initiative populaire. Parce qu'à l'époque, effectivement, eh bien, il y avait la question de savoir quel avenir on donnait à la Poste. Et là, je vous fais observer, je ne sais pas si pour cette motion, vous avez 750 000 personnes derrière vous, que pour la demande d'un référendum d'initiative populaire sur la Poste, il y avait 2 millions de personnes qui s'étaient prononcées lors d'une votation citoyenne. 2 millions de personnes. Mais là, vous avez dit, il n'y a rien à voir, circulez, le référendum n'est certainement pas d'actualité. Alors, je terminerai avec cette phrase. Franchement, je sais qu'il est toujours difficile d'avoir du courage. Il est toujours difficile d'être conforme à ses convictions. Il est toujours difficile d'être cohérent avec vous. Mais franchement, je pense que vous devriez expliquer à toutes celles et à tous ceux qui demandent un référendum et qui le demandent de bonne foi, que si aujourd'hui ils ne peuvent pas obtenir ce référendum,
c'est parce que votre majorité n'avait pas pris les dispositions nécessaires. Merci. Merci.